Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Med in Talk, le podcast des médecins et jeunes étudiants. Pour continuer notre série de témoignages des étudiants internationaux, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de la joyeuse Meda. Étudiante en 4e année de médecine dentaire au Portugal, elle partage également sur YouTube son aventure estudiantine dans le pays des oranges et du Porto. Meda nous racontera ses péripéties qu'elle a vécues en arrivant au Portugal, nous racontera son amour pour la médecine et nous donnera quelques conseils toujours bons à prendre. Si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser des étoiles, un commentaire, ainsi qu'à le faire découvrir aux personnes qui vous entourent. Cela pourrait les aider à trouver une belle inspiration. En attendant votre retour, je vous laisse avec la pétillante énergie de notre échange. Nous discutons aujourd'hui à distance puisque chacune étudie dans 2 universités différentes, dans 2 pays différents. Peux-tu nous dire où est-ce que tu te trouves pour l'instant ? Alors là, actuellement, exceptionnellement, je suis en région parisienne parce que, en fait, le Portugal, il est en confinement total. Donc, du coup, les universités, les écoles sont fermées. Donc, moi, j'avais préféré rentrer en France en même temps pour profiter pour revoir un peu ma famille, tu vois. Donc, là, exceptionnellement, je suis en France, mais je repars bientôt. Et ça fait quoi de suivre des cours en ligne à distance comme ça ? Honnêtement, je vais pas te mentir, c'est dur. Parce que surtout que, tu vois, en médecine, il y a beaucoup de pratiques. Et là, en fait, ça aurait dû être le semestre où j'aurais dû avoir des patients. Et là, j'en ai pas parce que déjà, le Portugal est en confinement total. Et ils donnent priorité, en fait, aux années supérieures parce qu'ils vont finir bientôt. Et comme moi, il me reste encore un peu de temps, du coup, tout se passe en ligne. Mais j'avoue que c'est dur quand même. Hein. C'est pas évident, quoi. Tu es en quelle année pour l'instant ? 4e. Félicitations, 4e dentaire, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Et alors, avant d'entreprendre des études de médecine, nous avons tous une affinité pour cette vocation. Parfois, elle commence pendant l'enfance. Est-ce que ton penchant pour la médecine vient de cette période-là ? Oui, je dirais que oui. En fait, depuis toute petite, franchement, j'ai toujours voulu être médecin. J'ai hésité entre 2 métiers, donc médecin ou avocat. Je me suis vite rendu compte que médecine, c'était plus fait pour moi. J'ai toujours eu, en fait, c'est bizarre, mais cette envie d'aider les autres, tu vois. Je trouve ça hyper satisfaisant de se dire j'ai pu soulager la douleur de quelqu'un, tu vois. Donc, depuis toute petite, franchement, ça a toujours été ce que je voulais faire. Toujours. Et est-ce que dans ton entourage, il y a des exemples de médecins ou comment tu as trouvé cette inspiration ? Non, dans ma famille, personne n'est médecin. Enfin, il n'y a pas vraiment de personnes qui sont dans le milieu médical ou quoi. Mais il y a des amis de la famille qui sont dentistes ou médecins. Et eux, c'est vrai que je les ai toujours admirés au final. Donc, on peut dire qu'entre guillemets, ils m'ont quand même aiguillé, tu vois, vers cette voie. Donc, ça m'a quand même aidée, quoi. J'avais juste fait mon stage de 3e, c'est un stage d'observation qui est obligatoire en France, où je l'avais fait en fait dans un hôpital et j'avais beaucoup aimé, mais moi j'étais plus dans la partie laboratoire. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit oui, moi je veux faire un truc, un métier qui a un rapport avec l'hôpital, avec les soins et tout ça. Mais j'ai pas tout de suite voulu être dentiste. Hein. Moi, ma vocation, c'était être cardiologue. Donc, complètement rien à voir, quoi. Rien à voir. Je voulais être soit cardiologue, soit cancérologue. Et je me suis retrouvée à faire dentaire. Et quel type d'écolière est-ce que tu étais ? D'écolière ou lycéenne ? Enfin, voilà, tu étais assidue Ouais, j'étais très sérieuse, très assidue. En fait, je sais pas, peut-être que ça vient de mon père surtout, parce que mon père il m'a toujours dit qu'il faut toujours avoir des bonnes notes à l'école. Du coup, je me suis toujours dit oui, il faut que j'arrive bien à travailler à l'école et tout pour avoir des bonnes notes, pour avoir le métier que je veux. Et sinon, j'étais normale. En fait, j'étais assez joyeuse, mais j'étais assez réservée quand même. Mais ça va, j'arrivais quand même à m'intégrer. Mais j'étais quand même assez réservée, je trouve. Tu as fait tes études de lycée en région parisienne, du coup ? Oui, en région parisienne. J'ai tout fait en région parisienne. Tout. D'accord. Sauf là, à l'université où je suis au Portugal. Justement, peu de personnes ont le courage de commencer les études de médecine dans un pays étranger. Comment ce projet a commencé pour toi ? En fait, j'ai fait la PACES en France. J'ai fait 2 ans de PACES en France. Et à la fin de mes 2 PACES, du coup, j'ai pas réussi à être dans le classement suffisant pour avoir du coup la spécialité que je voulais. Donc, comme je l'ai dit au début, moi, au début, je voulais pas être dentiste, je voulais être médecin. La première année, j'étais assez loin du classement. La deuxième année, j'ai pu me rapprocher.
Mais c'est au cours de la deuxième année que je me suis rendu compte que je voulais être absolument dentiste, en fait, et que médecine, c'était pas forcément fait ou adapté pour moi. Et du coup, quand j'ai fait mes 2 PACES, déjà, en fait, j'étais dégoûtée, en fait, du système français, entre guillemets, enfin, de leur manière de sélectionner. Ça m'avait pas plu. La PACES, j'ai pas du tout apprécié. Et je m'étais dit que je me voyais pas, en fait, abandonner, tu vois, le rêve que j'avais depuis toute petite d'être médecin, enfin, de travailler dans le milieu médical. Donc, je me suis dit, il faut que je cherche ailleurs. Et c'est là que j'ai cherché. Franchement, j'ai tout fait de moi-même. Genre, j'étais grave débrouillarde. Franchement, par contre, j'ai toujours été débrouillarde. Donc, j'ai appelé, j'ai cherché sur Internet et tout. Et c'est là que j'ai trouvé plusieurs pays. Donc, la Hongrie, Danemark, Suède, Portugal, Espagne, même la Roumanie. Et finalement, je suis tombée sur le Portugal. C'est ce qui m'a le plus plu et convenu. Mais c'est vrai que normalement, j'aurais dû être en Suède à l'heure actuelle. J'aurais dû normalement être en Suède. Ça s'est pas fait. Au dernier moment, ça s'est pas fait. Et voilà, du coup, j'ai parti au Portugal. Aux 2 hémisphères différents. Ouais, totalement. Quand je suis arrivée avec mes parents, j'étais jamais partie au Portugal. Je connaissais pas du tout. Et je me rappelle qu'on n'arrivait pas à trouver ma fac. Et comme au Portugal, en fait, il y a plusieurs... En fait, le Portugal fonctionne en districts. Et il y avait ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait plusieurs districts qui portaient le même nom. Et on s'est complètement trompé, on s'est retrouvés à plus de 150 km de ma fac. Et on était totalement perdus. On était vraiment perdus. Et on est resté 3-4 jours là-bas. Et après, on a fini par retrouver et tout est rentré dans l'ordre. Wow. Franchement, on était totalement... Et comme on parlait pas portugais, on parlait anglais, mais... Donc voilà, on se débrouillait, on va dire. Voilà. Wow. C'est vraiment l'anecdote que j'ai eue, parce que dès que je suis arrivée, je me suis complètement perdue avec mes parents dans le pays. Bon. Est-ce que tu as été épaulée par ton entourage? Oui, ouais. Dans cette démarche d'aller au Portugal et de faire tes études là-bas? Ouais, en vrai, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue. En fait, ils m'ont toujours dit, tu vas où tu veux. Et franchement, je sais que c'est une chance, parce que, comme je t'ai dit, il y avait plusieurs pays que je convoitais, entre guillemets. Et ils se sont jamais opposés, quoi. Ils ont toujours dit, écoute, si c'est vraiment ce que tu veux faire, vas-y. Et franchement, ça, je suis grave contente, je suis grave fière de mes parents, du coup, parce que j'ai jamais eu de soucis. Voilà, ils m'ont toujours soutenue jusqu'à aujourd'hui, ils sont contents même, donc tant mieux. Wow. C'est chouette, alors. Est-ce que pendant ta première année de médecine, tu as eu des grands bonheurs comme ça, ou en tout cas des grandes émotions que tu as vécues au Portugal, un peu loin de ta famille? De grands bonheurs, de grandes émotions. Peut-être durant... En fait, je sais pas trop comment répondre à cette question. En fait, un de mes plus grands bonheurs, honnêtement, c'est de trouver des amis. En tout cas, une base d'amis fiables, stables, avec qui je m'entends hyper bien jusqu'à aujourd'hui. Parce que être à l'étranger et ne pas être avec des gens avec qui tu t'entends bien, ne pas être entouré, c'est dur quand même. Parce que même s'il y a ta famille, mais ils sont à des milliers de kilomètres, il faut que tu aies quand même des gens autour de toi. Donc franchement, je remercie les amis que j'ai aujourd'hui. Donc voilà. Tu pourrais nous expliquer un peu le fonctionnement du système des études au Portugal? Comment est-ce que comment est-ce que ça se passe? Combien d'années il faut pour devenir médecin? Comment ça se passe? Au Portugal, déjà, il faut 5 ans pour être dentiste, parce que, contrairement à la France où il faut 6, parce qu'il n'y a pas la PACES, en fait, la première année commune aux études de santé. Donc, du coup, ça prend que 5 ans. Après, on a, durant les 3 premières années, ce sont des années précliniques, où, en fait, on n'a pas le droit encore de toucher les patients. En fait, on étudie sur des fantômes. Je crois que ça se dit comme ça en français. En gros, des mannequins où on va s'entraîner dessus. Et on a tout, en fait, les activités pratiques comme ça. On n'a pas beaucoup d'heures théoriques. Généralement, j'ai pas cours le vendredi. Au tout début, les activités pratiques, mais on n'a pas non plus énormément. C'est plus à partir de la 3e année qui est très, 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 très chargée. Voilà, où là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et la 4e année est tout aussi dure, parce qu'en fait, on se rend compte que vraiment tout ce qu'on a appris depuis la première année nous sert en 4e puis en 5e année. Mais sinon, ça ressemble assez à la France, hein. Le type d'examen sont des QCM. Donc voilà, on a de temps en temps des exposés à faire et tout.
pour nous entraîner en fait à préparer une thèse, mais sinon ça ressemble globalement à la France, entre D'accord. guillemets. Vous avez des examens et puis après vous avez une évaluation continue ou alors c'est juste la note des examens qui compte? Non, généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils font 2 examens pratiques dans le semestre. Et à la fin, en fait, il faut valider les 2 examens pratiques pour pouvoir accéder au théorique. Et souvent, il y a des notes minimales. Par exemple, je sais que la plus haute note minimale que j'ai dû avoir, il y a une matière en urgence médicale, la prof demandait 14 pour passer. Donc tous ceux qui n'avaient pas eu 14 n'avaient même pas le droit de faire l'examen théorique en fin d'année. Ah oui, donc c'est quand même élitiste, c'est quand même... Ouais, mais bon, c'était la seule. Hein. Ouais, c'était la seule. D'habitude, c'est 10, voire 12. Donc, non, ça va. Ça dépend d'une matière à l'autre. Exactement. Ça dépend d'une matière à l'autre. Il y a d'autres professeurs aussi qui, eux, ne font pas du tout d'examen pratique durant le semestre. Tout se joue au théorique. Et voilà. Donc, oui, ça dépend. Ouais. Ouais, exactement. Tu me disais tantôt que tu avais un groupe d'amis. Est-ce que c'est des amis portugais ou c'est plutôt des amis un peu internationaux qui vivent la même chose que toi? Non, internationaux. Hein. Franchement, ils viennent de partout. J'ai une amie qui vient du Congo, j'ai une amie qui habite à l'île de la Réunion, une autre qui habite en Martinique, d'autres qui habitent en région parisienne, mais plus dans le nord, donc d'autres qui habitent en Belgique. Donc non, franchement, de partout. Quels sont les conseils que tu donnerais à la Meda d'il y a 5 ans? Je dirais de croire en elle. De foncer, de persévérer et de ne pas faire attention au regard des gens, de ce que les gens disent. Franchement, de croire en elle et pour surtout ne pas regretter, en fait. C'est surtout ça. Et quelle image avais-tu de la Meda de maintenant, il y a 5 ans? Ou comment est-ce que tu te trouves maintenant par rapport au lycée, par exemple? Alors maintenant, par rapport au lycée, déjà, j'ai confiance en moi. Au lycée, j'ai pas vraiment confiance en moi. J'ai confiance en moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et d'un autre côté, je me trouve plus sociable, je vais plus facilement vers les autres. D'ailleurs, tout le temps, on me dit « t'es grave sociable et tout ». Donc, je me dirais que j'ai changé, je me suis améliorée en fait dans le bon sens. En fait, je me suis tout simplement dit « fonce, fais ce que tu as à faire, décide toi-même en fait de comment tu vois ta vie, tu vois. Et du coup, je suis fière en tout cas de ce que je deviens, si on peut dire ça comme ça. Ouais, écoute, félicitations, déjà c'est très bien. Et comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, oui. Je me vois dans mon cabinet. J'espère... Dans quel pays déjà? Dans quel pays? Ah, bonne question. Parce que je ne suis pas forcément attachée à la France, honnêtement. Je suis plus attachée aux personnes qui y sont, donc ma famille, mais ça ne me dérangerait pas de quitter la France. Donc, il y a plein de pays de l'Europe ou autres, en fait, qui m'intéressent. Je ne pourrais pas te dire le pays, là, tout de suite, là. Je ne sais pas. Honnêtement, ça dépendra de plein de facteurs, tu vois, donc je ne pourrais pas te dire. Mais en tout cas, je me vois dans mon cabinet, en train d'exercer, étant heureuse. Voilà, enfin, j'espère en tout cas avoir accompli plusieurs choses. Voilà. Wow. J'espère que j'aurai pu accomplir. Mais je te le souhaite, j'espère que tu y arriveras. Ah, merci, c'est gentil. Pareillement, je te souhaite aussi. Est-ce que tu voudras faire une spécialisation en médecine dentaire? Oui, en tout cas, je me vois faire une spécialité. J'hésite beaucoup entre l'orthodontie ou me spécialiser en pédiatrie ou en endodontie. Mais là, honnêtement, je pense plus pour la pédiatrie et l'orthodontie. Donc voilà. Après, je ne sais pas encore si je la ferai au Portugal ou en France, mais je pense plus en France quand même. Bon, maintenant, on a parlé un peu des études académiques. On va parler aussi des activités extra-académiques et tout ce qui gravite autour de ça. Justement, la vie libre et fêtarde d'étudiants. Avant la période Covid, c'était possible. Maintenant, c'est plus possible. Mais comment est-ce que tu imaginais tes activités extra-académiques quand tu étais au lycée? Ou en tout cas, ta vie d'étudiant, tes plaisirs en dehors de la médecine? En tout cas, après, moi, je suis quelqu'un de casanier. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. J'aime bien rester chez moi. Mais sinon, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui sort forcément beaucoup, qui va dans beaucoup de fêtes. Parce que déjà, je ne bois pas, bon, je ne fume pas. Donc, mais j'aime bien, par exemple...
les petites soirées entre amis où on se raconte nos histoires et tout, où on profite chacun de l'autre en fait, où on parle, on discute et tout. Donc moi c'est plus ce genre de truc que j'aime parce que voilà, je suis casanière. Pas forcément très pétarde, on va dire ça comme ça. D'accord, écoute, chacun son truc. Il faut. Ouais, exactement, chacun son truc. Est-ce que tu avais des habitudes et activités scolaires que tu as continuées en université? À part la photo, sinon j'ai tout arrêté. Je faisais du piano. Je faisais également quand j'étais fin collège, début lycée, je continuais un peu tout ce qui est sport, athlétisme et tout, mais je t'avoue que j'ai complètement abandonné. Même le piano, j'ai complètement laissé, alors que c'est dommage. Mais voilà, à part la photo, c'est la seule activité entre guillemets que je fais. Et si tu devrais commencer maintenant une activité, ce serait laquelle? J'aimerais bien peindre. Honnêtement, bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais j'aimerais beaucoup peindre. Et j'aurais bien aimé aussi commencer à jouer du violon. J'ai toujours beaucoup aimé cet instrument. Et voilà, ce sont les deux seules choses que j'aimerais bien faire maintenant. J'aimerais qu'on parle aussi un peu de YouTube. Je me doute que cela fait partie intégrante de ta vie. C'est pourquoi je te félicite d'avoir eu l'initiative de créer des vidéos. Pour Merci. ceux qui nous écoutent et qui qui seraient intéressés, ils peuvent te retrouver sur ta chaîne YouTube Meda MB. Raconte-nous comment t'es venue l'idée de créer des vidéos relatant ta vie de médecine dentaire. Bah, en fait, ça fait longtemps, franchement, comme je l'ai dit, avant, j'avais pas confiance en moi. Donc, du coup, je voulais faire YouTube depuis longtemps, sortir des vidéos et tout ça, mais j'avais trop honte. Et comme je l'ai dit, au bout d'un moment, je me suis dit stop, c'est bon, assume, fais ce que tu as à faire. Et du coup, ça m'est venu pendant le confinement, le tout premier confinement. En fait, déjà, j'étais coincée, moi, au Portugal, parce que j'avais pas pu rentrer. Donc, j'étais toute seule dans mon appartement pendant 3 mois à peu près. J'avais rien à faire. Donc, je me suis dit, c'est le moment parfait pour commencer. Et c'est bon, on s'en fiche du regard des gens maintenant. On y va, on fonce. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je pense peut-être que s'il n'y aurait pas eu le confinement, je me serais jamais peut-être vraiment, tu vois, lancée vraiment en mode on y va et on verra. Waouh, Donc, c'était le bon moment alors. Exactement, franchement, le timing était parfait là. Et est-ce que tu prévois de continuer cette activité une fois diplômée? Oui, franchement, j'aimerais bien parce que, en fait, je me rends compte que ma chaîne, elle aide beaucoup. Il y a plein d'étudiants en fait qui arrivent en fait à avoir des renseignements sur les études à l'étranger grâce à ma chaîne et tout. Et puis, si je peux en aider d'autres, même une fois que je serai chirurgien dentiste ou quoi, je serai tellement fière en fait d'avoir pu aider peut-être des centaines de jeunes et tout qui étaient dans mon cas des années auparavant, tu vois. Donc, je serais trop contente. Franchement, trop contente. Justement, par rapport aux conseils pour les plus jeunes, quelle est la clé du succès en médecine dentaire selon toi? En médecine dentaire, pour moi, c'est la discipline. Parce qu'en fait, la motivation, tu peux l'avoir aujourd'hui et demain, elle part. Pour moi, en fait, le seul truc qui va vraiment t'aider, c'est la discipline. Parce qu'en médecine, tu peux pas avoir à court terme. Or que la motivation, c'est quelque chose qui vient, qui part. Et la discipline, c'est à long terme, en fait. C'est ce qui va te faire que même si tu es fatigué, si tu as l'habitude de faire quelque chose tous les jours à 18h, tu vas le faire tous les jours. En fait, même sans te rendre compte, en fait. Par exemple, tu as tous les soirs l'habitude de prendre une douche à telle heure. Que tu sois fatigué ou pas, si tu le fais pendant 3 mois, tu vas continuer à le faire, parce que c'est une habitude. Et en fait, ce qui fait ça, c'est la discipline. Donc, il faut être discipliné. Moi, je sais que ce qui aussi a joué en ma défaveur lors de ma bassesse, c'est que j'étais pas du tout disciplinée. Je m'éparpillais vite, j'étais pas organisée. Donc, je dirais c'est l'organisation et la discipline. Parce que la motivation, c'est bien, mais ça part. Genre, on peut être motivé aujourd'hui et ne plus l'être demain. Et puis le reste de nouveau dans 1 mois. Donc, Quelle est la chose la plus importante que tu as appris de ton parcours, à part la discipline? La chose la plus importante, c'est la persévérance. Franchement, j'aurais pu... Ah oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que, tu vois, même quand j'ai fait mes 2 ans de passesse et que j'ai pas pu être dans le classement, j'avais décidé de me réorienter, donc c'est-à-dire de complètement abandonner l'idée d'être médecin. Et j'avais même été acceptée dans une grande école d'ingénieurs et tout, une à Lille et une à La Défense. Et le jour de la rentrée, je me suis pas présentée. Et même, je me rappelle que le directeur m'avait appelé parce que c'était sur dossier, et donc les places valaient cher, tu vois, et moi je me suis pas présentée, donc je trouvais pas ça normal. Et le jour de la rentrée, j'ai dit non, mais au final, je viendrai pas parce que je sens que c'est pas fait pour moi en fait. En fait, c'était comme si je me forçais
et je savais que j'allais pas être heureuse, tu vois, totalement épanouie. Donc, le directeur m'a demandé, bah alors, vous voulez faire quoi? Parce que quand même, vous savez qu'il y a plein de gens qui font de place, tout ça, tout ça. J'ai dit, bah écoutez, je vais tenter médecine à l'étranger. Le Portugal Et c'est ce que j'ai m'appelle. fait. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait et je regrette absolument pas. Donc, je dirais vraiment la persévérance. Si vous sentez que quelque chose est vraiment fait pour vous, il faut y aller, quoi. Il faut foncer. Ouais. Donc, voilà. Le bon choix, parfois, il réside dans quelques secondes ou quelques semaines ou quelques jours Exactement. dans la vie. C'est vrai. Exactement. En janvier 2020, les étudiants du monde entier ont basculé sur un enseignement à distance. Raconte-nous comment tu as vécu cette période-là et est-ce que l'université, les professeurs, les coordinateurs ont été compliants face à la situation? Comment se sont déroulés les cours et les travaux pratiques? Du coup, honnêtement, moi au début, je trouvais ça trop cool. Je trouvais ça vraiment trop cool parce que c'était une autre manière d'apprendre et tout. Et nous, du coup, par exemple au Portugal, ce que les profs ils faisaient, comme on n'était plus en pratique, les travaux pratiques qu'ils nous donnaient, ça ressemblait plus à des exposés, tu vois, ou des fois à des dessins. En fait, on devait des fois dessiner en fait la structure d'une dent. J'ai même appris à construire des dents en savon. Donc voilà, on devait se filmer et tout en train de construire une dent en savon. Les profs, ils ont été compréhensifs. Ils savent que on était chez nous, on n'avait pas forcément tout le matériel nécessaire pour bien, on va dire, travailler entre guillemets. Et non, franchement, les profs, ils ont été hyper compréhensifs. Ils nous ont plus donné des exposés, des travaux manuels à faire, construire des dents, dessiner une dent à la structure près, enfin on peut gagner, pour qu'on puisse réussir à gagner un peu une vision en 3D, tu vois, réussir à bien voir et tout. Donc voilà. Sinon, ça s'est bien passé. Franchement, tu vois, moi je trouvais ça trop cool. Bon, maintenant ça commence à devenir long. Ça commence un peu à être long là, c'est bon. Mais voilà, j'ai bien aimé. Est-ce que ta présence au cours était la même en virtuel qu'en présentiel qu'avant? Oui, c'est-à-dire que par exemple, si on avait 4 heures de pédiatrie, on devait vraiment rester en ligne 4 heures en pédiatrie avec la caméra micro allumée, comme si on était vraiment en présentiel. Alors là, ils rigolaient pas, quoi. Ils voulaient vraiment qu'on soit avec la caméra allumée, en train de suivre le cours. Donc, ouais, c'était pareil. Donc, le matin, il fallait que tu te prépares comme si tu partais Exactement. Bon, voilà, après, j'avais mon pyjama, je mettais juste un t-shirt, quoi. Voilà, quoi, histoire d'être présentable. C'est ça. Finalement, je pense qu'on a tous vécu un peu cette période-là de la même manière. Les examens de mai-juin, de la fin de l'année, comment ils se sont passés? En fait, comme je t'ai dit qu'on n'avait pas du coup pratique, quand ils ont levé le confinement au Portugal, les profs nous ont fait rattraper sur une semaine les 3 mois de pratique. Donc ça fait que chaque jour, on avait une matière. Par exemple, le lundi, on avait pédiatrie. On devait être à la fac à 8h pile et on finissait à 19h. En fait, on rattrapait tous les pratiques le matin qu'on avait ratés et l'après-midi, examen. Donc tous les examens qu'on n'avait pas eu. Et c'était comme ça pour chaque matière. Du coup, j'avais pédiatrie, j'avais orthodontie, j'avais réhabilitation orale. Enfin, c'était horrible. Du coup, parce qu'en plus, il fallait valider du coup, les examens pour pouvoir passer au théorique, quoi. Parce que sinon, tu redoublais la matière et là, tu es obligé de la refaire encore l'an passé. Ouais. Mais du coup, pendant cette semaine de pratique, on est retourné à la fac. Mais par contre, nos examens théoriques se sont tous faits en ligne. Tous. Et les profs, ils ont un peu adapté le niveau ou pas du tout? Pas du tout. Hein. Franchement, non. Franchement, je n'ai pas trouvé qu'ils avaient adapté le niveau. J'ai trouvé ça même des fois un peu très dur. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient au rattrapage. Bon, heureusement, j'en ai pas eu, mais moi, j'ai trouvé le niveau difficile quand même. Et du coup, de cette période Covid, qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que tu en conclus? Que la technologie, c'est le futur, que Zoom, c'est mon meilleur ami, que franchement, qu'il y a plein de choses en fait qui peuvent se faire par Internet en fait. Et que vraiment la technologie, c'est le futur. Donc, tous sur Zoom et tous sur nos tablettes dans le futur, c'est bien. Exactement. Dans les interviews Made in Talk, j'aimerais qu'on termine sur une note drôle et rigolote. Alors, les prochaines questions vont être un peu décalées. À toi de décider si les réponses le seront tout autant. Quel est ton talent caché? Mon talent caché, je dirais que j'aime beaucoup la décoration. Je suis une grande passionnée des décorations.
tout ce qui est décoration d'intérieur et tout. Je peux passer des heures et des heures et des heures dans des magasins de décoration. J'aime trop ça. Je sais pas si c'est un talent caché, mais j'aime beaucoup décorer. Donc bon, voilà. Que ferais-tu si tu étais milliardaire? Là, tout de suite? Oui, là, tout de suite. Là, franchement, tout de suite, la première idée qui me vient en tête, j'irais construire un hôpital au Congo. Franchement, un grand hôpital, parce que le Congo, c'est mon pays d'origine. Je suis congolaise et voilà, je construirais un grand hôpital. Je mettrais plusieurs spécialités, un grand pôle dentaire. Je serais la responsable, du coup, tu vois. Un pôle cancérologie, pédiatrie, rhumatologie, enfin tout. Voilà, franchement, c'est ce que je ferais. C'est un beau projet. Tu préfères héberger les 7 nains ou les 101 dalmatiens chez toi? 7 nains direct. Trop de chiens. Non, c'est trop de chiens. Je peux pas. Contact humain, je préfère. Sur ce mot de la fin, mais n'hésitez pas à suivre Meda dans ses prochaines aventures sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? YouTube, Meda MV, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc voilà, YouTube, Meda MV. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci Meda pour l'échange très intéressant que nous avons eu. Je t'en prie. Je ne doute pas que ce partage d'expérience inspirera ceux qui nous écoutent et leur donneront la motivation d'entreprendre de belles études de médecine dentaire. Merci d'avoir rejoint ma conversation avec Meda. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant avec les pseudos MedInTalk et meda.mb. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à 2 amis, ceux qui pourraient les aider ou inspirer, et laisser un petit 5 étoiles ou un commentaire fait toujours plaisir. Toutes les informations se trouvent dans la barre d'infos de ce podcast. Vous pouvez aller vous informer quant aux modalités d'inscription en médecine et médecine dentaire au Portugal. Vous pouvez également aller suivre Meda, son contenu est toujours très joyeux. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur. On se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Made in Talk.